d'initiative individuelle. Alors, évidemment, ce discours antifiscal, c'est un discours qui est très important dans notre société. Il s'appuie souvent sur des idées fausses et des confusions. On va essayer, en faisant l'histoire, en regardant un peu l'histoire des impôts depuis 1914. Alors, je ferai juste un petit retour en arrière, mais très rapide, sur le 19e siècle. Mais on verra comment le système fiscal français s'est imposé, comment il s'est transformé et quel rôle il a joué dans notre société. Et on terminera, on verra à la fin que ce système fiscal a certes certains avantages, mais qu'il y a actuellement beaucoup de projets de réforme fiscale. On essaiera d'en évoquer quelques-uns. Alors, tout d'abord, quelques confusions qu'il ne faut pas faire. La première confusion, d'abord, c'est les recettes et les dépenses. Donc, ici, on a un graphique. Alors, je vous préviens, il y aura pas mal de graphiques quand même pendant cet exposé, parce que il va sembler difficile de l'aborder sans représenter certaines données graphiques. Alors, d'abord, les dépenses nettes de l'État, ça représente actuellement à peu près 57% de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire de l'ensemble des richesses produites par le pays, richesses des productions monétarisées évidemment. Mais en fait, les dépenses, elles ne sont pas toutes assurées par des recettes. Et il y a une différence importante, puisque quand on regarde ce graphique, on voit que depuis les 50 dernières années, on a toujours dépensé plus que les recettes fiscales. Et donc, on a eu recours à la dette, on y reviendra plus tard. Deuxième confusion, même quand on regarde les recettes, on pense tout de suite au prélèvement obligatoire, et on oublie souvent qu'il y a aussi les recettes non fiscales. C'est-à-dire que l'État ne vit pas seulement de prélèvement obligatoire, il vit aussi, par exemple, il peut vendre une partie de son patrimoine, ça peut rapporter de l'argent. Il peut aussi avoir lui-même des participations dans des entreprises ou contrôler même totalement une entreprise, et ces entreprises ne sont pas forcément déficitaires, donc si elles sont bénéficiaires, ça rapporte de l'argent. Mais il y a aussi un tas d'autres ressources auxquelles on ne pense pas. Mais, par exemple, le travail des prisonniers, ce n'est pas une recette fiscale, et ça rapporte de l'argent à l'État. Les étrangers qui veulent être naturalisés, ça leur coûte très cher, en fait, puisqu'on estime actuellement que c'est de l'ordre de 1 000 € pour se faire naturaliser, ce qu'on doit payer. Et d'ailleurs, ce mois-ci, on a multiplié par 5 le timbre qu'il faut acheter pour se faire naturaliser. Donc, l'État dispose d'autres recettes que les prélèvements obligatoires. Mais nous, on va s'intéresser en fait aux prélèvements obligatoires et pas aux autres recettes fiscales. Alors, ces prélèvements obligatoires, alors petite question comme ça, pour voir un petit sondage dans la salle. Quel est, à votre avis, le principal prélèvement obligatoire qu'il y a en France actuellement? Alors, tout le monde pense à la TVA. Oui, ben non, ce n'est pas la TVA. Ce sont les cotisations sociales. C'est-à-dire que c'est ça le principal prélèvement obligatoire. On voit que ça représente actuellement plus d'un tiers des prélèvements. La TVA vient en seconde position. La CSG, on va le voir, qui a augmenté de façon très importante au cours des 40 dernières années, 30 dernières années plutôt, la CSG représente 10%, et l'impôt sur le revenu
ne représente que 7% des recettes, des prélèvements obligatoires. Donc, il faut tenir compte de ces différences et penser qu'aujourd'hui, le système qui s'est mis en place progressivement a suscité de nombreux débats en France. Alors, on va aborder ce sujet en trois parties. D'abord, moi, je vais vous parler de la croissance des besoins de l'État et comment l'État, au cours du XXe siècle, a fait face à cet accroissement des besoins. Jean-François, ensuite, nous parlera de la fiscalité et des mutations sociales, de voir comment la fiscalité a joué un rôle dans les transformations sociales de la France, et en particulier sur le problème des inégalités en France. Et enfin, on abordera le tournant libéral depuis les années, à partir de 83 essentiellement, donc dans les années 80, et on essaiera d'expliquer un peu comment il s'est produit. Alors tout d'abord, le premier point sur la croissance des besoins de l'État. On peut regarder ici l'évolution. Alors c'est les recettes publiques, mais ça donne quand même une idée évidemment des dépenses. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au XIXe siècle, les recettes de l'État étaient très très faibles. En fait. Les dépenses de l'État, par rapport au produit intérieur brut, c'est toujours ce qui nous sert ici de référence, ça représentait environ 10% du produit intérieur brut. Pourquoi un rapport aussi faible entre les dépenses de l'État et le produit intérieur brut? C'est que c'était un État totalement libéral. C'est-à-dire, enfin presque, il n'y a jamais un État totalement libéral, non, un État essentiellement libéral. C'est-à-dire que cet État, il fonctionne, enfin, les impôts dans l'État libéral fonctionnent comme une sorte de contrat entre l'État et le citoyen pris comme individu. C'est-à-dire que l'État essaye de garantir à l'individu une protection, bon, la protection donc, juridique, la police, et la protection pour à l'extérieur, l'armée. Bon. Donc, les fonctions de l'État sont réduites à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Alors, tout au cours du XIXe siècle, quand on regarde le budget de l'État, on voit d'abord que la plus grosse part du budget, c'était le remboursement des dettes, qui était de l'ordre de 20 à 25%. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette, mais au XIXe siècle, c'était beaucoup plus important, puisque 20 à 25% du budget de l'État était consacré à la charge de la dette, au remboursement des dettes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dettes? Ce sont des dettes qui ont été contractées pour faire la guerre. Donc, c'est pratiquement toujours des dettes militaires. Donc, c'est l'armée, finalement, qui absorbe l'essentiel du budget. Sinon, le reste des dépenses, c'était les dépenses de l'administration, et puis quelques interventions économiques qui commençaient à se faire dans la deuxième moitié du XIXe siècle surtout. C'est-à-dire, par exemple, l'État a joué un rôle assez important dans les chemins de fer, le plan Freycinet, je ne sais pas si vous connaissez, et également, à partir de la Troisième République, l'État a commencé à payer les instituteurs, les institutrices. Donc tout ça, ça coûte quand même un petit peu d'argent, mais ça ne représentait pas grand-chose. Alors comment l'État finançait-il ses dépenses? Eh bien, il était censé appliquer l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 89. Donc, pour l'entretien de la force publique, pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être, c'est ça le plus important, également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Cet article, en fait, il s'opposait essentiellement aux privilèges de l'Ancien Régime. Donc, effectivement,
on peut dire que la fiscalité au XIXe siècle n'est pas revenue sur les privilèges. Bon, il n'y a pas d'ordre qui pouvait échapper à l'impôt ou percevoir des impôts comme c'était le cas dans l'Ancien Régime. Mais par contre, la Révolution, très rapidement, même pendant la Révolution, sous le Directoire, et dans les années qui ont suivi, est revenue, en fait, à des impôts indirects, aux taxes qui étaient honnies par la population. C'est-à-dire qu'on a rétabli, alors on a changé les noms, évidemment, on n'a pas rétabli la gamelle, mais il y avait quand même un impôt sur le sel. Il y avait une multitude, on a rétabli l'octroi dans l'entrée des villes, et une multitude de taxes qui étaient de tous ordres. Par exemple, il y avait des taxes sur les billards, des taxes sur les chevaux. À la fin du XIXe siècle, on a créé une taxe sur les vélocipèdes, par exemple. Donc ça, c'était toutes les taxes. Et puis, il y avait les 4 grands impôts, ce qu'on appelle les 4 vieilles. C'est-à-dire, il y avait un impôt foncier sur les terres, donc sur les terrains, un impôt mobilier, donc, il y avait la patente pour les commerces, et l'impôt sur les portes et fenêtres. Tous ces impôts ont une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration pour évaluer l'impôt, puisque tous ces impôts sont basés sur des choses réelles. Et on ne demande pas aux citoyens de déclarer ses revenus. L'impôt n'est pas perçu sur les personnes, mais il est perçu sur des transactions ou sur des objets. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'au XXe siècle, à partir de 1914, les dépenses publiques augmentent de façon vertigineuse, en gros jusque dans les années 80-85. Donc là, on a une croissance extrêmement importante des dépenses, c'est-à-dire qu'on va changer le rôle de l'État va se modifier au cours du XXe siècle. Et ce que l'on constate, c'est que le même phénomène se produit dans la plupart des pays industrialisés, donc pratiquement tous les pays industrialisés, avec des ampleurs différentes. Évidemment, on voit qu'aux États-Unis, la croissance des dépenses est beaucoup plus faible, mais on voit qu'il y a des pays, comme par exemple la Suède, qui ont connu à un moment donné une croissance beaucoup plus forte de leurs dépenses publiques. Et pour le reste, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, on voit que ça se situe à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a des différences, mais ce sont à peu près les mêmes ordres de grandeur. C'est donc qu'il y a un changement qui s'est produit du rôle de l'État. Alors, on va essayer de voir comment, maintenant, l'État a fait face à ces dépenses. Première grande innovation du XXe siècle, c'est l'impôt sur le revenu, qui a été adopté quelques jours avant la Première Guerre mondiale en 1914. Bon. À la fin du XIXe siècle, il y a eu un grand débat à la Chambre des députés sur les projets de réforme pour créer un impôt sur le revenu. J'ai vu qu'il y avait à peu près 200 projets différents qui ont été présentés à la Chambre des députés. C'est... Vous avez des problèmes? C'est pas grave. Donc, projets. Oui. Donc, il y a eu à peu près 200 projets qui ont été présentés. L'essentiel de ces projets était présenté par les partis de gauche, et en particulier par les radicaux. Alors, les radicaux, c'est un parti qui aujourd'hui est très, très faible, mais qui était le pivot de la Troisième République.
ce parti avait trois grands objectifs dans son programme. C'est d'abord les libertés fondamentales, liberté d'association, liberté d'expression, liberté de presse, et dans la liberté d'association, la liberté syndicale. Ça, c'était les libertés fondamentales. Deuxième objectif, c'était l'école. Avec l'idée qu'avec l'école, l'ensemble de la société allait pouvoir progresser. Troisième objectif, l'impôt sur le revenu, qui devait pour eux être une véritable révolution, puisque ça devait complètement modifier le rapport entre l'État et les citoyens. Dans la conception des radicaux, l'État n'a pas seulement pour rôle d'assurer aux citoyens la liberté et la protection, hein, donc justice, police, armée, en gros. L'État doit encourager, permettre la solidarité entre les différentes catégories de citoyens. Et pour ça, l'impôt sur le revenu, un impôt progressif, c'est-à-dire qui va être de plus en plus élevé si on a des revenus plus importants, cet impôt doit assurer cette solidarité entre les différentes classes. Alors, les radicaux donc présentent des projets. Il y en a un qui a été, en particulier Joseph Caillaux. Attendez. En particulier Joseph Caillaux, qui a réussi à faire voter en 1909 par la Chambre des députés un impôt sur le revenu progressif, mais qui a été rejeté par le Sénat. Donc, il n'a pas été adopté à ce moment-là. Et les projets qu'il avait présentés ont finalement été adoptés en 1914, donc je vous l'ai dit, quelques jours avant la guerre. Ces projets d'impôt sur le revenu ont déclenché évidemment des campagnes très hostiles de la part des partis de droite. Alors, reprenant le thème qu'on ne retrouve pas, je dirais quasiment dans toutes les époques, c'est l'idée qu'on paye trop d'impôts. Donc ça, ici, c'est un journal du début de la Troisième République, donc 1870, après 1870. Et on voit le citoyen qui est essoré par les impôts. Donc, on critique l'impôt sur le revenu parce que c'est un impôt qui va s'ajouter encore à toutes les taxes qu'on a déjà à payer. Mais l'argument qui est le plus développé par la droite, c'est l'argument de l'acquisition fiscale. C'est l'idée qu'avec l'impôt sur le revenu, il va falloir que les citoyens fassent une déclaration d'impôt. Et s'ils font une déclaration, évidemment, il va falloir contrôler cette déclaration. Et le contrôle de la déclaration, alors on voit ici deux exemples qui sont avancés. Chez un petit commerçant, on va venir enquêter chez lui pour savoir s'il a bien tout déclaré. Et là, c'est chez un paysan, même chose, il y a le fisc, la représentant du fisc qui viennent pour contrôler. Et l'acquisition fiscale, c'est vraiment ce qui paraît insupportable, en particulier pour les classes les plus aisées. Alors, l'impôt qui est finalement adopté en 1914, c'est un impôt assez complexe parce qu'il y a en fait 6 types de revenus différents, ceux qui sont imposés avec des taux différents, et un impôt qui vient au-dessus de ces 6 impôts, un impôt global sur le revenu. Donc, un système qui est complexe, mais qui touche tous les revenus, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, et qui est progressif. Cet impôt, au départ, cet impôt est en fait au départ assez symbolique. Parce que les taux d'imposition, ce qu'on appelle le taux marginal, c'est-à-dire le taux le plus élevé qu'on peut payer aux
au sommet donc, des tranches fiscales, et qui ne touche que l'impôt qui vient couvrir les 6 autres. Non. Cet impôt, enfin, ce taux marginal le plus élevé, il est de 2%. Donc, vous voyez, on est à peu près dans les ordres de grandeur de la Zuckman de l'époque, disons, à peine. Bon. Et ça ne touche en fait une toute petite partie de la population, puisque au début, au moment du vote de l'impôt, ça ne concernait que 2% de la population. Il fallait payer, il fallait avoir comme revenu au moins 25 000 francs de l'époque, ce qui était une somme tout à fait importante. Donc l'impôt était assez symbolique, mais pour les radicaux, c'était quand même un début, une avancée, et ils espéraient évidemment faire croître cet impôt sur le revenu. Ce qui a complètement changé la donne pour l'impôt sur le revenu, ce sont les guerres. Effectivement, la guerre a permis, on peut dire, d'imposer les plus riches de façon beaucoup plus importante. Donc, la première fois que l'impôt a été appliqué, c'était en 1916. Il fallait le temps que la réforme soit faite. Dès 1917, on a augmenté le taux d'imposition. On est passé à 10% au lieu de 2%. En 1920, donc après la guerre, pour pouvoir rembourser les emprunts qui avaient été faits, on a le taux marginal est passé à 20%. Et il a continué à augmenter ensuite dans l'entre-deux-guerres pour atteindre 60% avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que la guerre a poussé l'État à faire payer effectivement beaucoup plus de l'impôt sur le revenu. Et d'autre part, l'impôt touche de plus en plus de gens. Alors ici on a un graphique qui montre l'évolution de la proportion des foyers imposables. Donc on voit que en 1915, enfin 1916 ici, ça touchait 2% de la population. Avant la Seconde Guerre mondiale, on atteint à peu près 10% de la population qui est touchée par l'impôt sur le revenu. C'est encore peu, évidemment, mais ça montre quand même une progression. Il n'empêche que finalement cet impôt, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est resté assez marginal, et ce sont les impôts indirects qui ont prévalu et qui apportaient l'essentiel des revenus à l'État. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, les fameuses 4 vieilles ont été maintenues, donc l'impôt sur le revenu n'est venu que s'ajouter aux 4 vieilles. Bon. Il n'y a que l'impôt sur les portes et fenêtres qui a été supprimé en 1926. On a certes créé une taxe sur le chiffre d'affaires en 1920, mais la taxe sur le chiffre d'affaires, elle était finalement payée au moment de l'achat, un peu comme est payée la TVA aujourd'hui. Hein, elle a été répercutée par les entreprises sur la vente de leurs produits. Et on a créé de nouveau des taxes, un très grand nombre de taxes, comme par exemple, je ne vais pas énumérer toutes les taxes, mais peut-être celle qui me touche le plus aujourd'hui, la TIP, la taxe intérieure pétrolière, qui est l'ancêtre de la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure pour la consommation des produits énergétiques, qui existe aujourd'hui. Et cette TIP, elle soulevait l'indignation. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autonomie encore,
mais ça a quand même suscité des manifestations avec des économies. Des gens donc, qui protestent contre la taxe sur l'essence ici à Lille. Ce qui va encore bouleverser les dépenses de l'État, c'est une nouvelle évolution de l'État qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'État-providence. On voit ici, dans ce graphique, c'est toujours la même courbe qu'on retrouve, avec sa croissance très forte, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, donc toute cette période-là. On voit que l'État va jouer un grand rôle dans la santé, dans les retraites, les transferts sociaux et l'éducation. Donc, rôle qu'il ne jouait pas jusqu'alors. Donc, pour cela, il faut trouver des ressources. Alors, il y a eu plusieurs réformes après la Seconde Guerre mondiale. Réforme d'abord de l'impôt sur le revenu, on l'a simplifié, on a supprimé les 6 impôts différents, etc. Donc on n'a fait qu'un seul impôt sur le revenu, avec le système du quotient familial, qui est une originalité française, parce que c'est des choses qu'on trouve quasiment qu'en France, qui était très critiqué par la CGT en 1945. Pourquoi le quotient familial était critiqué? Parce que en appliquant le quotient familial, en fait, ça veut dire qu'un enfant de riche coûterait beaucoup plus cher qu'un enfant pauvre. Donc, c'est-à-dire que l'État, ça permet de diminuer l'impôt sur le revenu des personnes les plus riches. Et de toute façon, tous ceux qui échappent à l'impôt sur le revenu ne bénéficient évidemment pas de ce quotient familial. Non. On a créé aussi un impôt sur les sociétés en décembre 1948, qui avait un taux très élevé au moment de sa création, puisque l'impôt sur les sociétés était de 50% sur les bénéfices. Depuis, il a baissé de façon considérable, mais ça faisait partie de ces projets après la Seconde Guerre mondiale. Troisième grande réforme, c'est la TVA, dont on parlait tout à l'heure, qui a été créée en 1954. Alors la TVA, c'est devenu pendant longtemps l'impôt roi, disons, l'impôt qui était considéré comme, on dit toujours, c'est un impôt indolore. C'est indolore parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de payer un impôt chaque fois qu'ils achètent quelque chose. Et cet impôt présente toujours, on peut dire, un certain avantage, c'est que le système, alors ici on a un petit schéma, disons, qui représente l'application de la TVA aux différents stades de la production. Donc, le principe fondamental surtout de la TVA, c'est que la TVA va être payée par l'acheteur final. C'est lui qui paye, si c'est une TVA ici, dans l'exemple qu'on a pris, c'est une TVA à 20%. Donc l'acheteur final, lui, il va payer effectivement les 60 €, mais tout, 60 €, pardon. Mais à tous les autres stades, les entreprises peuvent déduire la TVA qu'ils ont payée au moment où ils ont acheté un produit. Donc, l'usine, par exemple, dans cet exemple, qui crée une pièce métallique, elle a pu déduire 30 €, les 30 € qu'elle avait payés ici, au moment où elle a acheté le métal qu'elle a utilisé. Donc, intérêt ici, c'est que la TVA ne s'applique que sur la partie, c'est moins de la valeur ajoutée, donc que sur une partie de la production. Inventée par un Français.
Pardon? Inventé par un Français. Oui, alors la TVA, contrairement au quotient familial, la TVA a été appliquée dans en France en 1954 et elle a connu un très grand succès au niveau international, puisqu'elle a été appliquée ensuite à tous les pays européens. Et avantage de ce système, disons, c'est que on peut se faire rembourser la TVA qui est payée dans un autre pays. Donc, puisqu'à chaque fois, on ne paye toujours que la valeur ajoutée qui a été ajoutée par l'entreprise. Alors, le dernier élément qui permet d'augmenter les ressources de l'État, c'est le fait qu'il y a de plus en plus, il y a eu, pendant les années d'après-guerre, de plus en plus de contribuables. Donc ici, on retrouve la proportion des foyers imposables. Donc, en 1950, il y avait à peu près 17% de foyers imposables. En 1980, on atteint 65% de foyers imposables. Alors, pourquoi? Parce que simplement, on ne revalorisait pas les tranches, les taux d'imposition en fonction de l'inflation. Donc, il suffit on les revalorise quand même un peu, hein, évidemment, mais il suffit de les revaloriser un peu moins, puis petit à petit, il y a des gens qui ne payaient pas d'impôts qui en ont payé. Mais ce qui a changé surtout dans les dépenses, enfin dans les recettes de l'État, c'est le fait que l'État a intégré complètement la sécurité sociale dans son propre budget, après le contrôle de la sécurité sociale. Quand Ambroise Croizat crée la sécurité sociale, quand il crée la sécurité sociale, celle-ci est totalement, enfin pas totalement, presque totalement, contrôlée par les travailleurs, puisque les administrateurs de la sécurité sociale sont élus et que les salariés ont les 3/4 des voix, et les patrons 1/4. Donc, les salariés peuvent imposer leur volonté à la sécurité sociale. Bon, ça n'empêche, je ne dis pas totalement, parce que l'État avait quand même moyen, très rapidement, de mettre la main sur des bénéfices de la sécurité sociale, ce qui était le cas, par exemple, pour les caisses de retraite qui étaient bénéficiaires. Leurs bénéfices étaient mis à la caisse des dépôts et des consignations, et l'État, puis, dès les années 50, l'État a commencé à puiser dans cette caisse, dans ces bénéfices de la caisse de retraite. Mais surtout, il y a eu toute une série d'ordonnances, celle de 67 par exemple, qui ont instauré la parité entre les salariés et les patrons. Alors après, on peut se dire, bon, si à la parité ça va, ça marche bien, mais sauf que il suffisait, comme les patrons se mettent d'accord, eux, pour imposer leurs décisions. Il suffisait qu'il y ait un syndicat, même assez faible, qui prenne une position favorable aux propositions patronales, et ces propositions pouvaient être adoptées. En 1976, une nouvelle série d'ordonnances, et cette fois-ci, on supprime carrément les élections des administrateurs. Et puis, en 91 et 96, il y a la création de la CSG et ensuite de la CRDS, qui sont des impôts proportionnels, qui ne sont pas progressifs. Et en 96, la loi décide que le budget de la sécurité sociale sera voté chaque année, c'est le fameux PLFSS. Donc, la loi pour la sécurité sociale, qui est votée chaque année par l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que
résumer la définition entre un impôt proportionnel et un impôt progressif. Progressif, oui. Lequel est le plus juste? Alors, l'impôt proportionnel, c'est que tout le monde paye, par exemple, on va dire 20% sur ses revenus. Bon. L'impôt progressif, c'est on va payer très peu sur les propres. D'abord, il y a une partie sur laquelle on ne paye rien. Après, on va payer un petit peu sur ce qu'on appelle la tranche supérieure. C'est-à-dire que si on a gagné disons 1000 euros, on va payer entre 800 et 1000 euros. On commence à payer un impôt. Puis après, de tranche en tranche, on va avoir un taux de plus en plus élevé. Alors, le taux le plus élevé, c'est ce qu'on appelle le taux marginal. Donc, en général, ce qu'on entend, la plupart des gens, ils parlent tous du taux marginal, ce qui est très gênant parce qu'ils donnent l'impression que s'ils gagnent un petit peu plus, ils vont payer ce taux marginal sur tout ce qu'ils gagnent. En fait, on ne paye le taux marginal que sur la partie supérieure. C'est pas tranche. Hein? C'est des tranches. Voilà, c'est les tranches. Donc, le résultat, c'est que la sécurité sociale, qui au départ était une organisation indépendante de l'État, a été totalement intégrée à l'État. Et aujourd'hui, si on revient à ce que j'ai présenté tout à l'heure, les cotisations sociales et CSG, qui servent tous les deux à financer la sécurité sociale, ça représente pratiquement la moitié des dépenses, enfin des recettes de l'État. Le dernier rôle que l'État joue et qui explique l'augmentation de ces dépenses, c'est ce qu'on appelle l'État dérisqueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle un État dérisqueur un État qui va prendre, par la fiscalité, grâce à la fiscalité en particulier, va prendre en charge les risques, une partie évidemment, des risques des entreprises. Il va garantir certains risques des entreprises. Alors pour ça, il va faire ce qu'on appelle des dépenses fiscales. Alors ce terme de dépenses fiscales est un peu pas évident à saisir, puisque apparemment c'est pas une dépense, simplement c'est quelque chose qui ne rentre pas. C'est-à-dire qu'on va faire une exonération d'impôt ou un crédit d'impôt, où on fera un taux plus faible, par exemple, on peut faire un taux plus faible pour une activité précise. Donc il y a moins d'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Mais pratiquement, ça revient à une dépense. Parce que si on n'avait pas pris cette décision, il y a de l'argent qui serait rentré. Donc l'État, jusque dans les années 80, va utiliser tous ces moyens, crédit d'impôt, etc., surtout pour la reconstruction et la modernisation du pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis les années 80, à partir de 83 en particulier, l'État est de plus en plus au service des entreprises privées. C'est-à-dire que les dispositifs du type dépenses fiscales sont devenus extrêmement complexes et permettent aux entreprises de ne pas payer en fait un grand nombre d'impôts. Alors ici, on a quelques exemples. Il y a le crédit d'impôt en Corse, par exemple. Donc, quand on investit en Corse, on peut déduire une partie de ces dépenses d'investissement dans les impôts. Le plus important, c'est le crédit d'impôt recherche, CIR, qui permet, alors le crédit d'impôt recherche, il coûte à l'État chaque année environ 8 milliards d'euros. Ça permet aux entreprises de financer leurs recherches. Après, on dit que c'est bien, on a développé la recherche en France, sauf que ces recherches sont faites par les entreprises privées pour leurs bénéfices.
Il y a aussi un crédit d'impôt innovation pour les startups, tout ce qui est innovation dans le numérique, etc. Il y a un impôt énergie verte pour les entreprises qui font des batteries, des photovoltaïques, des éoliennes, des pompes à chaleur, enfin tout ce qui est lié aux énergies renouvelables. Bon. Alors, ça c'est un type de dépenses fiscales. Autre type de dépenses fiscales, ce sont les dégrèvements qui sont faits pour l'immobilier locatif. Alors, il y a eu plein de dispositifs différents. Le dispositif Célier, après il y a eu Duflo, là maintenant il y a Pinel qui va s'arrêter. Bon. Donc, quel est ce système? C'est que si vous investissez et que vous engagez à louer pendant une certaine période, qui est de l'ordre de souvent c'est 9-10 ans à peu près, vous engagez à louer le bien que vous avez fait construire. Dans ce cas-là, vous ne paierez pas, enfin, vous aurez une diminution d'impôt. Il y a plein d'autres moyens aussi, plein d'autres dépenses fiscales. Par exemple, les assurances vie, qui sont dégrevées d'impôts, qui ne paient pas d'impôts. L'épargne retraite, un autre moyen, ou l'investissement dans des PME qu'on peut déduire de l'ISF pour les gens qui payent l'ISF, qui payaient l'ISF puisqu'il n'existe plus. Donc tout ça, ce sont des systèmes qui encouragent les investissements privés. Pardon? Les dons. Les dons? Les dons. Ah, les dons, oui. Ça, c'est autre chose. Enfin, oui, ça fait partie aussi, on peut dire. Les avantages fiscaux. Enfin, les dons, c'est pas pareil, parce que c'est pas pour... c'est pas les fonctions économiques. Je dirais que c'est pas pour encourager l'entreprise. C'est pas... C'est extérieur aux aliments. Alors, ces dépenses fiscales sont très discutables. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, ça revient à des subventions, en fait. Si on subventionnait une entreprise. Qui en bénéficie? C'est essentiellement les grandes entreprises, parce que les crédits impôts recherche, par exemple, qui sont principales dépenses fiscales, c'est pas une petite PME qui va utiliser, qui va faire de la recherche. Donc en fait, voilà, il peut y avoir pour des startups, mais la plupart des PME, et surtout des toutes petites entreprises, ne bénéficient pas de ces crédits d'impôt recherche. D'autre part, ça provoque des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que c'est pour aider certains secteurs, mais de toute façon, on aurait fait ces investissements. Et donc, ça fait de l'argent qui rentre en plus, et puis voilà, après on peut le distribuer aux actionnaires. Et surtout, dernier élément, c'est que ces dépenses fiscales, leur efficacité est très difficile à évaluer. Il y a eu une étude, un rapport du Sénat qui a été fait l'année dernière et qui montre que toutes les dépenses de l'État pour les entreprises, c'est de l'ordre de 200 milliards, je crois, et que d'une part, les sénateurs avaient beaucoup de mal à évaluer précisément ces dépenses, ils font simplement la bouche. Et d'autre part, on ne peut pas savoir si ça a une efficacité quelconque. D'autant plus que très souvent, c'est purement déclaratif. C'est-à-dire que de toute façon, on déclare qu'on va faire telle chose, par exemple pour la recherche. L'État déduit donc ces sommes des impôts à payer, mais il n'y a pas de contrôle après, donc on ne sait pas très bien si finalement ça va servir à quelque chose. Alors, toutes ces dépenses de l'État qui ont grandi au siècle,
évidemment, ça a entraîné des révoltes antifiscales. Alors, les révoltes antifiscales, ce n'est pas une nouveauté. Ça existe, je dirais, dès qu'il y a eu des États avec des impôts, pratiquement. Au XXe siècle, elles ont pris un caractère particulier. C'est-à-dire que souvent, enfin, essentiellement, ce sont des révoltes des classes moyennes qui sont en voie de prolétarisation et qui se révoltent contre les taxes qui leur sont imposées. Alors, il y a eu le mouvement poujadiste en 1953. Robert Poujade donc, a créé l'UDCA pour la défense des commerçants et artisans. Et puis après, il s'est présenté aux élections, enfin, il a créé un parti politique bon, en 1955, mais qui était très éphémère. Alors on voit qu'au départ, Poujade, c'était d'abord une révolte fiscale. De même, Gérard Nicou, en 1975, qui a créé le CIDUNATI, et qui était aussi une organisation qui reprenait les thèmes de Poujade, du poujadisme, et qui faisait des actions du type, par exemple, aller prendre tous les dossiers de la CNAM, par exemple, et qui menaçant de ne les rendre que si le pouvoir cédait à leurs revendications. Également, les Gilets jaunes, qui au départ étaient une révolte antifiscale. Même si par la suite, ce mouvement a évolué, mais ça a été un mouvement, bon, c'est vrai, beaucoup plus complexe que le mouvement poujadiste ou le CIDUNATI, par ses revendications et son fonctionnement, mais la question fiscale était quand même au centre, au départ, de cette révolte. Par ailleurs, pendant la révolte des Gilets jaunes, il y a une revendication qui est apparue, qui est le rétablissement de l'ISF. Donc, ça veut dire que la question fiscale n'était pas étrangère à ce mouvement. Mais en fait, on pense toujours, enfin, on pense spontanément à ce type de révolte, ce type d'opposition à la fiscalité, alors qu'en fait, la principale révolte, c'est la révolte des classes dirigeantes. Évidemment, l'avantage pour les présidents, c'est que ça se fait pacifiquement, apparemment, ça ne fait pas des mobilisations dans la rue, mais il n'empêche que les classes les plus riches utilisent leurs moyens, les moyens financiers qu'ils ont, par l'intermédiaire des médias pour développer, par exemple, ce ras-le-bol antifiscal, il est entretenu très largement par certains médias. On crée aussi des think tanks qui vont expliquer que l'État pèse trop lourd, qu'il coûte trop cher, etc. Ils utiliseront aussi les moyens de pression sur les députés pour faire passer des lois qui leur sont favorables. Et puis, quand tout ça ne marche pas bien, il reste l'optimisation fiscale ou carrément la fraude fiscale, dont on va reparler certainement tout à l'heure avec Jean-François. À vous. Ouais. On va parler maintenant des relations entre fiscalité et mutation sociale, d'abord au XXe siècle. Et avant d'en arriver là, il faut bien voir que le système fiscal français a connu des constantes, on peut dire même jusqu'à aujourd'hui. Essentiellement, trois constantes. La première, c'est l'importance des impôts sur la consommation. Pourtant, la Révolution française de 1789
un des objectifs essentiels, c'était la suppression des impôts indirects considérés comme particulièrement injustes. Injustes parce que tout le monde paye la même chose sur la consommation, mais les pauvres consomment tous leurs revenus, et donc la part de leur revenu qui est ponctionnée par l'impôt est importante par rapport à leurs revenus, alors qu'évidemment les riches, eux, sont beaucoup moins touchés puisqu'ils ne consomment qu'une partie de leurs revenus, ils peuvent épargner largement. Et pourtant, malgré cela, très tôt, au XIXe siècle, dès l'Empire, les impôts indirects sont rétablis, et tout au long du XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle, ils représenteront environ la moitié, ces impôts indirects, la moitié des recettes de l'État. Aujourd'hui, ça a un peu diminué au XXe siècle, puisqu'ils représentent 20%, 25% des recettes de l'État, mais ça reste considérable comparé aux autres pays européens. Autre caractéristique, deuxième caractéristique, c'est que l'impôt sur le revenu, en conséquence, est faible. Et aujourd'hui, on a dit, c'est de l'ordre de 6%, hein, c'est-à-dire que, et c'est une constante tout au long du 19e et du 20e siècle, c'est la faiblesse de l'impôt sur le revenu en France. Troisième de ces constantes, c'est l'absence d'un impôt sur le patrimoine, et ça, on retrouve ça dans tous les pays européens. Hein. Il faudra attendre, pourtant c'était tout au long du 19e et du 20e siècle une revendication de la gauche, la création d'un impôt sur le capital, mais il faudra attendre 1981, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, pour que soit créé un impôt sur les grandes fortunes, mais on va voir que cet impôt a tout de suite eu un caractère dérisoire. Alors, importance des impôts indirects, faiblesse de l'impôt progressif sur le revenu, évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'égalité devant l'impôt proclamée par la Déclaration des droits de l'homme. Pourtant, Thomas Piketty montre que malgré tout, l'impôt progressif a joué un rôle important pour limiter l'enrichissement et l'accumulation de la richesse par les plus riches. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment l'impôt progressif a joué un rôle important tout au long du 19e siècle, tout au long du 20e siècle et jusque dans les années 1980, cet impôt a joué un rôle important comme réducteur des inégalités. Puisque la société française, au début du XXe siècle, donc ici on est en 1910, la société française était une société extrêmement inégalitaire. Puisque en 1910, vous voyez, les 10% les plus riches, puisque là c'est là-dessus que ça porte, cette courbe montre la part du patrimoine total détenu par les 10% les plus riches. Vous voyez qu'en 1910, les 10% les plus riches détenaient 90% du patrimoine total des Français. Or, un siècle plus tard, si on regarde déjà en 1910, un siècle plus tard, en 2010, la part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches a nettement diminué, puisqu'on est passé de 90% à 60% environ. Et cet effondrement de la part des plus riches s'explique en grande partie par les crises de la première moitié du XXe siècle, à la fois les deux guerres mondiales et puis aussi la crise de 1929. C'est les guerres et la crise de 1929 ont provoqué à la fois des destructions matérielles, bien sûr pour les guerres, mais aussi l'inflation a ruiné les plus riches, les rentiers, ou encore ces crises donc, ont joué essentiellement sur la fortune des plus riches. Mais
à cela s'ajoute, et c'est ce que l'apport de Thomas Piketty, qui montre que l'impôt progressif a joué un rôle important, hein, parce que cet impôt, d'ailleurs Dominique en a un peu parlé, cet impôt, il touche essentiellement les plus riches à l'époque. Vous voyez ici, alors là, on a la part des différentes classes de revenus dans l'impôt, le revenu dans l'impôt sur le revenu de 1910 à 2020. Donc, ce qui est important, qu'on va regarder pour l'instant seulement, c'est que les 50%, pardon, les 90% les plus pauvres, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, ne payent qu'une très faible fraction de l'impôt total. Et 90% payent 20% d'impôt. C'est-à-dire que ce sont les 10%, les différentes couleurs qui sont au-dessus montrent les différentes strates à l'intérieur des 10%, et ce sont ces 10% qui payent l'essentiel, plus 80%, de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, hein, on peut dire qu'il touche, il fait payer essentiellement les plus riches, et pendant longtemps, jusque récemment, on peut dire qu'il y avait une espèce de consensus à la fois dans la classe politique et l'opinion publique pour considérer que c'était les riches qui devaient payer l'impôt. Et à cela s'ajoute le fait que oui, alors, on a eu quelques éléments pour préciser un peu les choses. Donc, le taux marginal, donc l'impôt payé par les plus riches, la dernière tranche était supérieure, était comprise entre 60 et 70% pendant très longtemps. Donc c'était effectivement les plus riches qui payaient cet impôt sur le revenu. Et à cela s'ajoute le fait que l'impôt sur les successions, lui aussi, était progressif. Donc, à la fois, impôt sur le revenu, impôt sur les successions qui était progressif, faisait que l'impôt a joué un rôle important comme réducteur des inégalités. Alors, tout cela a été mis en cause, on peut dire, au cours des 30 dernières années, par ce qu'on peut considérer, qu'on peut appeler le tournant libéral, un tournant libéral depuis les années 1980. On peut dire que depuis les années 80, on est entré dans une ère nouvelle, une époque nouvelle, marquée à la fois sur le plan économique et sur le plan idéologique par le triomphe des idées libérales, le triomphe des pratiques libérales. C'est le moment où Reagan aux États-Unis, Thatcher 1980 accède au pouvoir aux États-Unis et en Angleterre. On abandonne, enfin les économistes libéraux qui inspirent Reagan et Thatcher mettent en cause l'État keynésien sur lequel reposaient les pratiques économiques jusqu'alors. Et les libéraux considèrent en effet que l'État, en prélevant l'argent des plus riches, l'État compromet l'innovation et que, au contraire, il faut libérer le pouvoir des plus riches pour qu'ils puissent investir et que c'est ça qui va assurer la prospérité de tous et qu'en s'enrichissant, la richesse des plus riches ruisselle sur l'ensemble de la société, garantissant la prospérité de tous. Et donc ce sont ces politiques nouvelles, inspirées par les idées libérales, qui vont triompher. D'où le déclin, dans un premier temps, premier aspect, c'est le déclin de l'impôt sur le revenu. Il faut parler d'une agonie même
de l'impôt sur le revenu. Cet impôt, pourtant, depuis 1945, a connu, Dominique l'a montré, une grande extension, c'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où seuls 15% des Français étaient soumis à l'impôt à 65% en 1980. Malgré cette extension à la majorité de la population de l'impôt sur le revenu, malgré cela, la part, le montant de l'impôt sur le revenu, la part de l'impôt sur le revenu dans les recettes de l'État a diminué. On voit ici, donc en noir, en clair, on a l'impôt sur le revenu qui est passé en gros de 4,5% du PIB à moins de 3% aujourd'hui. Et si bien que l'impôt sur le revenu a été supplanté maintenant par la CSG qui avait été créée en 1991. La différence, bien sûr, c'est que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif, alors que la CSG, l'impôt sur le revenu est un impôt progressif, alors que la CSG est un impôt proportionnel. Qui touche donc, cela donc touche la baisse de l'impôt sur le revenu, évidemment, profite aux plus riches. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le taux qui frappe depuis 1910 jusqu'à maintenant, le taux qui frappe la tranche la plus élevée pour l'impôt sur le revenu. Et vous voyez que, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, ce taux est resté aux alentours entre 60 et 70%, jusque dans les années 80. Et puis, depuis les années 80, à l'exception donc une période éphémère au début du premier septennat de Mitterrand, depuis la tranche la plus élevée est frappée maintenant. Le taux dont elle est frappée a tendance à diminuer pour n'atteindre plus que 45% aujourd'hui, contre en moyenne 70% pendant la période des Trente Glorieuses. À cela s'ajoute le fait que le nombre de tranches, qui était encore de 12 en 1993, ce nombre de tranches a été diminué. Il n'y a plus aujourd'hui que 4 tranches dans l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que du coup, l'effet de progressivité qui touche davantage les plus riches s'en trouve d'autant diminué, puisqu'il n'y a plus maintenant que 4 tranches au lieu de 12, donc évidemment une progressivité très diminuée. À cela s'ajoute le fait que les revenus du capital échappent de plus en plus à l'impôt progressif. Déjà dans les années 20, les revenus tirés des emprunts d'État ont été exonérés de l'impôt sur le revenu, de l'impôt progressif, parce qu'il fallait encourager les Français à prêter à l'État pour assurer la reconstruction du pays. Nouvelle étape en 1965, Giscard d'Estaing, qui est alors ministre de l'économie et des finances, crée le prélèvement libératoire sur les revenus des valeurs mobilières fixes, c'est-à-dire les obligations. Désormais, ces obligations sont taxées à des niveaux de l'ordre de 15 à 20%, mais elles échappent à l'impôt progressif. Et donc, nouvelle étape un peu plus tard, progressivement, tous les revenus du capital, qu'il s'agisse donc des revenus des emprunts d'État, des revenus des rentiers, qu'il s'agisse des dividendes des actionnaires, qu'il s'agisse des loyers des propriétaires immobiliers, tous les revenus du capital sont progressivement
échappe progressivement à l'impôt sur le revenu. Échappe donc à l'impôt progressif. Et la dernière étape, c'est celle qui a été adoptée par Macron en 2018, qui a instauré la flat tax, c'est-à-dire un impôt unique sur tous les revenus du capital, mais échappant désormais à l'impôt progressif. Enfin, c'est 30%. 31,4%, mais échappant complètement à l'impôt progressif. Alors, on observe un déclin de l'impôt sur le revenu dans la plupart des pays européens, mais il est plus marqué en France que dans les autres pays européens. Autre élément de ce tournant libéral, c'est la quasi-disparition de l'impôt sur les successions. L'impôt sur les successions avait été créé en 1901, c'était le premier impôt progressif, justement, et il avait été dénoncé par les libéraux et la droite comme étant confiscatoire. Mais, néanmoins, cet impôt progressif avait joué un rôle non négligeable pendant une bonne partie du XXe siècle. Pour en revenir à cette idée, c'est que la société, donc, au XIXe siècle et au début encore du XXe siècle, était donc très inégalitaire. On peut dire que c'était une société d'héritiers. Une société d'héritiers, puisque, vous voyez, en 1910, la fortune des Français était constituée à 90% par des biens hérités. C'est-à-dire une société traditionnelle dans laquelle la voie essentielle de la richesse, c'était l'héritage de génération en génération. Mais après 1910, donc, et jusqu'en 1970, comme vous le voyez ici, la part du patrimoine détenu par les Français en tant qu'héritage a considérablement décliné, puisqu'on est passé de 90% à 45%. En effet, pendant les 30 Glorieuses, enfin bon, ça résulte à la fois des crises de la première moitié du XXe siècle dont on a déjà parlé, les guerres et la crise de 29 qui ont considérablement érodé les grandes fortunes caractéristiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle, mais aussi ça est lié au fait que pendant les 30 Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, les possibilités d'enrichissement par le travail existent dans une période de croissance économique. La voie d'accession à la richesse n'est plus seulement l'héritage de ses parents, mais au cours de sa vie, un homme peut s'enrichir et accéder à l'héritage. On passe de la société du XIXe siècle, la société alsacienne, où l'héritage était déterminant, à une société qui donne la possibilité aux gens de s'enrichir. Et donc, période, encore jusque dans les années 80, période où il est possible, par le travail, de devenir propriétaire, d'acquérir un bien immobilier, etc. Mais ces possibilités sont en train de s'écrouler. On en revient progressivement à une société très inégalitaire. Alors attention, parce que la dernière partie de la courbe, ce sont des projections. Mais là, ici, on est en 2010, ou encore en 2020 ici, et on voit que depuis 1970, la part du patrimoine hérité redevient extrêmement importante, et on n'est pas encore tout à fait revenu à la société du début du XXe siècle, mais on s'en approche. On s'en approche notamment par le fait que l'impôt, un des facteurs d'explication, c'est que l'impôt sur les successions a été considérablement réduit. Considérablement réduit. En principe, l'impôt sur les successions donc, reste un impôt progressif, et la dernière tranche, et les plus riches héritages
sont frappés d'un impôt qui représente 45% de l'héritage, mais en réalité, c'est un taux complètement fictif parce que il y a de nombreuses exonérations, et nombreuses exemptions. Aujourd'hui, par exemple, les patrimoines inférieurs à 100 000 euros sont exemptés d'impôts, c'est-à-dire que du coup, environ 75% des Français ne sont pas concernés par l'impôt sur les successions, puisqu'ils laissent à leur mort un impôt de l'ordre inférieur à 100 000 euros. D'autre part, les gouvernements successifs ont réduit cet impôt sur les successions. Sarkozy avait fait campagne en 2007 en promettant d'abolir purement et simplement l'impôt sur les successions. Il n'a pas tout à fait mené à bien son projet, mais on a néanmoins s'en est approché en multipliant les possibilités d'exonération, ainsi que les mesures adoptées sous la présidence de Sarkozy. Les donations ont été considérablement facilitées, c'est-à-dire que chaque parent peut, au cours de sa vie, donner à chacun de ses enfants de l'ordre de 100 000 euros tous les 15 ans, ce qui fait que ça fait beaucoup d'argent. Chaque parent pour chaque enfant, dans une famille de 2 ou 3 enfants, chaque parent, ça fait finalement beaucoup d'argent, 100 000 euros tous les 15 ans. Et pour les plus riches, il existe des niches particulièrement coûteuses pour l'État et avantageuses pour les plus riches. La principale, c'est le pacte Dutreil. Pacte Dutreil qui permet d'exonérer les biens professionnels de la succession. Alors, bien professionnel, c'est une originalité française qui n'existe dans aucun autre pays, c'est-à-dire que l'on considère que les parts détenues dans les sociétés, donc les actions détenues dans les sociétés, contrôlées dont les plus riches contrôlent l'essentiel des actions, ces parts détenues dans les sociétés sont exonérées des droits de succession, ou de la plus grande partie des droits de succession. La raison étant qu'il faut faciliter la transmission des entreprises à l'intérieur de la famille pour éviter que des étrangers, notamment, puissent prendre le contrôle de ces entreprises françaises. Enfin, ce pacte Dutreil, donc, est évidemment un énorme avantage pour les plus riches. Autre mesure qui allège les successions, c'est les assurances-vie, détenues elles aussi par les gens fortunés, ou encore le démembrement de la propriété, c'est-à-dire qu'on peut séparer la nue propriété et l'usufruit, ce qui réduit la valeur au moment de la succession de la propriété. Enfin, les plus-values latentes sont effacées au moment de la succession. Alors, conséquence, tous les ans, plus de 350 milliards d'euros sont transmis au sein des familles dans les successions, et sur ces 350 milliards, sur ce montant colossal, l'État prélève seulement 20 milliards d'euros. Donc une somme tout à fait dérisoire, inférieure, représentant à peu près 6% des héritages. Donc on est d'autant plus surpris de constater l'attachement des Français la répulsion des Français à l'égard de l'impôt sur les successions. Finalement, on reste en France attaché à la vision qui était celle de Victor Hugo. Victor Hugo, pour qui l'héritage, je cite, belle formule de Victor Hugo, l'héritage n'est autre chose que la main du père
tendu aux enfants à travers le mur du tombeau. Et finalement, ça reste encore aujourd'hui en France une opinion très largement partagée. Alors que cet impôt ne concerne qu'une petite minorité des Français. Alors, caractère dérisoire de l'impôt sur les successions, et puis, troisième point, les plus fortunés échappent à l'impôt. Alors, justement, un mot sur l'impôt sur la grande fortune, puisque on peut dire qu'à contre-courant des idées libérales alors triomphantes, Mitterrand, à la gauche au pouvoir, crée l'impôt sur les grandes fortunes, seul exemple d'un impôt sur le capital. Cet impôt sur les grandes fortunes, qui a suscité de très nombreuses polémiques, a en fait joué un rôle extrêmement marginal, car d'emblée, il a comporté de très nombreuses exonérations. Exonérations, les antiquités, les objets d'art, forêts, et surtout, donc, encore, les biens professionnels. Biens professionnels, dont d'ailleurs j'en ai déjà parlé, une invention française sans équivalent dans d'autres pays. Ils incluent des parts de société et, or, 90% de la richesse des gens les plus riches, 90% de la richesse des ultra-riches est constituée de parts de société, c'est-à-dire que d'emblée, l'impôt sur la fortune n'a pas concerné les plus riches. Bon, cet impôt, il a connu quelques avatars, il a été supprimé quand la droite est arrivée au pouvoir, rétabli quand la gauche est revenue au pouvoir. Après s'être appelé impôt sur les grandes fortunes, il s'est appelé impôt sur la fortune. Mais finalement, cet impôt, vous voyez son impact, ce que payent les milliardaires français en 2016, ça représente 0,1% de leurs revenus et 0,005% de leur patrimoine. Donc, un impôt qui finalement a très peu touché les gens les plus riches. Alors, j'y viens de la question que vous posiez. Effectivement, il montre bien comment les riches échappent à l'impôt. C'est que une enquête du Sénat récemment vient de montrer que 13 335 millionnaires ne payent pas l'impôt sur le revenu en toute légalité. L'enquête portait uniquement sur les ménages qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF. Et donc, parmi les gens qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, ceux qui ont donc un patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 euros, plus de 13 000 ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que cette enquête ne prend pas en compte les biens mobiliers, les actions détenues par les plus riches, qui constituent pourtant l'essentiel de la fortune des plus riches, comme on l'a déjà dit. Et si on avait pris en compte cela, évidemment, ce serait plus de 13 000 millionnaires qui apparaîtraient comme ne payant pas d'impôt sur le revenu. Alors, comment ça est possible? L'explication essentielle, c'est l'existence de niches fiscales. Dominique a parlé des dépenses fiscales du point de vue économique, du point de vue de l'État, qui veut orienter la production, mais pour les riches, qui contrôlent ces sociétés, ces dépenses fiscales, ce sont des niches fiscales qui leur permettent d'échapper à l'impôt sur le revenu. Donc je ne reviens pas trop, puisque Dominique en a parlé de ces niches fiscales, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ces niches fiscales, donc elles sont innombrables, enfin on en a
on en a dénombré plus précisément 474, et il y a des évaluations différentes. Elles touchent de très nombreux domaines, de très nombreux aspects, et on ne sait pas, l'État ne sait pas, il ne se donne pas les moyens de savoir quelle est leur ampleur, à combien elles s'élèvent, et surtout quelle efficacité elles ont. Finalement, on n'en a pas une grande idée, et la Cour des comptes reproche à l'État justement de ne pas se donner les moyens d'enquêter sur l'efficacité de ces niches fiscales. Toutes les tentatives, on en parle souvent, qui ont été faites pour réduire le nombre de ces niches fiscales, toutes les tentatives ont échoué face à la pression des lobbies et face aussi, bien sûr, à l'absence de volonté politique. Autre moyen d'échapper à l'impôt, ce sont les holdings. Les holdings, ce sont des sociétés financières dans lesquelles les plus riches actionnaires déposent leurs titres, leurs actions. Donc ce sont des sociétés uniquement financières qui gèrent les actions des plus riches et qui récoltent leurs dividendes. Et comme ce sont des sociétés, elles permettent aux gens riches, aux gens qui ont constitué ce holding en déposant leurs actions, comme ce sont des sociétés, elles sont imposées par l'impôt sur les sociétés, mais comme les entreprises en question ont déjà été imposées sur leurs bénéfices, elles ne sont pas imposées une deuxième fois. C'est-à-dire que les dividendes déposés, reçus par ces sociétés holding ne sont pas imposés, ou plutôt ils payent une petite quote-part qui est faite. Et cela permet donc, c'est sans doute un des plus grands scandales en matière fiscale, cela permet aux détenteurs d'importants portefeuilles d'actions d'échapper à l'impôt. Le Conseil constitutionnel justifie cette exonération d'impôt des holdings en disant, ben oui, les riches qui sont à la tête, qui ont déposé leurs actions en ces holdings, ne disposent pas de cet argent, puisque ce sont des sociétés. Ils n'en disposent pas, ou plutôt ils n'en disposent qu'au moment où ils vendent leurs actions. Donc en attendant, comme leur argent est placé dans ces sociétés financières holding, ils n'en disposent pas comme ils veulent. Alors, à cela, cette justification apparaît extrêmement discutable aux économistes, parce qu'en fait, ces sociétés holding confèrent aux plus riches à la fois la richesse, mais aussi le pouvoir, puisque rien n'empêche ces sociétés holding de racheter des entreprises, d'acheter des biens immobiliers, d'acheter, et on le voit ces temps-ci, des maisons d'édition, d'acheter des journaux, des chaînes de télévision, etc. Donc, en réalité, ces sociétés holding, elles sont un formidable moyen d'influence, de pouvoir et de richesse pour les gens qui les contrôlent. Autre moyen encore d'échapper à l'impôt, c'est l'évasion et la fraude fiscale. Alors, évasion fiscale, ça peut être de s'installer dans un pays étranger pour échapper à l'impôt sur le revenu, échapper à tout impôt. Ça peut être aussi la délocalisation des bénéfices réalisés par les multinationales, puisque les firmes multinationales peuvent, avec des montages financiers complexes, peuvent répartir leurs bénéfices de manière arbitraire dans les pays où les taux d'imposition sont les plus faibles.
attribuer leurs bénéfices à des filiales installées dans les paradis fiscaux. Entre évasion fiscale, mais aussi fraude fiscale. Fraude fiscale qui est très difficile à évaluer. Selon les évaluations, pour la Cour des comptes, ce serait entre 30 et 130 milliards, la fourchette. Pour le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché au Premier ministre, entre 14 et 52 milliards, ou encore pour la plupart des économistes, entre 60 et 100 milliards. Là encore, la Cour des comptes reproche à l'État de ne pas se donner les moyens d'évaluer de manière plus sérieuse cette fraude fiscale. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État a renoncé à l'attitude suspicieuse qui était la sienne traditionnellement à l'égard des contribuables. Désormais, l'administration fiscale se montre extrêmement conciliante avec les contribuables les plus aisés. Enfin, bilan de tout cela, le système fiscal français est faiblement progressif, voire même régressif, comme on va le voir. Alors, sur ce tableau réalisé donc par un Piketty et Zuckman, on a classé les ménages, d'une part les classes populaires, première tranche, 50% des ménages, ensuite les classes moyennes, les 40% suivants, les classes aisées, les 10% suivants, et très aisées, 1%. Alors, ce tableau prend en compte la totalité des impôts, c'est-à-dire aussi bien l'impôt sur le revenu, évidemment très faible, que les cotisations sociales, que la CSG, que la TVA, etc. Donc, la totalité des impôts versés par les contribuables français. Et on voit que l'impôt, finalement, est assez faiblement progressif pour les 50% les moins riches. Pour les deux tranches suivantes, il est à peu près équivalent, c'est-à-dire que tout le monde paye aux alentours de 45% de son revenu, mais pour les 1%, l'impôt est complètement régressif, c'est-à-dire que plus on est riche, moins la part des revenus qu'on paye en impôt est faible. Et on arrive au résultat que les plus riches des riches, les plus riches parmi les 1%, payent aux alentours de 35% de leurs revenus en impôts, alors que les plus pauvres payent plus de 40%. Donc l'idée, on a quelquefois l'idée selon laquelle, comme les pauvres, comme la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu des plus pauvres, on a dans la tête l'idée que les plus pauvres ne payent pas d'impôt. C'est évidemment complètement faux si on prend en compte la TVA, les cotisations sociales, etc. Donc on voit que tous les Français payent des impôts relativement importants, effectivement, mais que les plus riches, eux, pour les plus riches, plus on est riche, moins on paye d'impôts. Donc un système fiscal qui est, on peut dire, comme tout à fait injuste, inégalitaire. Alors cela s'explique en grande partie par le fait que les différentes couches sociales ne payent pas les mêmes impôts, que les impôts progressifs sont, c'est d'une part l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif sur les revenus et l'impôt sur le capital. L'impôt sur le capital, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, taxes foncières, USF, il existait au moment où ce tableau a été fait. Donc, la grande masse des impôts payés par les Français, c'est des impôts proportionnels et pas des impôts progressifs. Ce qui explique que la part payée par les plus pauvres est finalement plus importante que celle payée par la plus riche, dans la mesure où l'immense majorité des impôts sont des impôts proportionnels et pas des impôts progressifs. Alors, conséquent de tout cela, pour finir,
c'est qu'on assiste aujourd'hui à la reconstitution des immenses fortunes caractéristiques du début du 19e siècle et du début du 20e siècle. Les chiffres sont... cette courbe est extrêmement éloquente et moi, je veux dire, estomaquée. C'est que les 500 fortunes les plus importantes, et c'est la revue Challenge, qui n'est pas exactement une revue gauchiste, les 500 fortunes les plus importantes, hein, depuis 1996, donc c'est une date, et même on peut dire depuis 2007-2008, puisque jusqu'en 2007-2008, ces 500 plus grosses fortunes, leur fortune représentait aux alentours de 10% en comparaison, ça représentait à peu près 10% du PIB, jusque-là. Et puis, depuis une dizaine d'années, voire plus, une quinzaine d'années, la fortune des 500 ménages les plus riches du pays a considérablement augmenté, puisqu'on est passé de l'équivalent de 10% du PIB à 45%, 45% du PIB en une quinzaine d'années, un gonflement extraordinaire de la fortune des plus riches, de ces 500 plus grosses fortunes. Les chiffres en valeur absolue sont aussi éloquents. De 2012 à 2024, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes a bondi de près de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros donc entre 2012 et 2024, alors que pendant le même temps, le patrimoine total des Français s'était accru de 4700 milliards. C'est-à-dire qu'à eux seuls, les 500 les plus riches ont confisqué 20% de la croissance du patrimoine total des Français. Et dans le même temps, la dette publique a augmenté de 1400 milliards. C'est-à-dire que la fortune des plus riches a augmenté presque autant que la dette du pays. Alors, quelques mots de conclusion. D'abord, on voit que le système fiscal français est assez paradoxal dans ses effets, puisque on vient de voir récemment, surtout les 30 dernières années, il a permis la reconstitution des grandes fortunes, donc il ne permet pas de lutter contre les inégalités, et pourtant c'est un système qui est très redistributif. C'est-à-dire que si l'on regarde les revenus des 10% les plus pauvres comparés aux 10% les plus riches, on voit que avant, c'est le calcul qu'on peut faire, avant les prélèvements obligatoires et avant les transferts sociaux, c'est-à-dire toutes les aides que l'État apporte, mais aussi ce que paye la sécurité sociale, les caisses de retraite, etc., l'écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches serait de 1 à 20. Alors que une fois qu'on applique ces transferts sociaux et le système fiscal, l'écart passe de 1 à 4. Donc on a un système qui effectivement est redistributif et relativement protecteur pour la majorité de la population. C'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui échappe à cette protection, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, le système en particulier, grâce à la sécurité sociale, permet d'être protégé et d'avoir des retraites, par exemple, relativement importantes, puisque on peut constater que le taux de pauvreté chez les personnes à la retraite est beaucoup plus faible en France que dans la plupart des autres pays. Pourtant, ce système il est actuellement remis en cause par les néolibéraux. Alors, qu'est-ce qu'ils appliquent depuis une trentaine d'années? C'est qu'ils essaient de faire pression pour baisser les recettes de l'État. Au contraire, ils demandent à l'État d'intervenir de plus en plus comme des risqueurs, c'est-à-dire en leur faveur, pour limiter les risques des entreprises privées.
D'autre part, comme les moyens de l'État diminuent, ben, il faut baisser la qualité des services publics. Et ça, bon, on peut même faire un grand dessin pour voir que les services publics ont tendance à baisser. Et que d'autre part, on l'a vu dans l'introduction, la dette augmente, et Jean-François en a parlé tout à l'heure, la dette augmente. Or, la dette, c'est beaucoup plus intéressant pour les riches, plutôt que de payer des impôts, de plutôt prêter de l'argent à l'État, et comme ça, de bénéficier des intérêts. C'est pour ça qu'il y a de nombreux projets qui, malheureusement, ne sont pas prêts d'aboutir, des projets de révolution fiscale, au moins de réforme fiscale. Bon, les projets Zuckman, vous avez tous entendu parler, pour toucher les très hauts patrimoines. Projet de réforme de l'impôt sur le revenu pour intégrer la CSG et la CRDS pour que tout ça soit regroupé en un seul impôt progressif et avec un système de rétablir en fait ce qui existait dans les années 70, hein, c'est-à-dire avec revenir à de nombreuses tranches qui permettraient de créer une progressivité et des taux d'imposition plus élevés pour les tranches évidemment les plus importantes. Ce qui est curieux, c'est que par exemple, j'ai remarqué que le programme qui est repris par la plupart des partis de gauche, d'ailleurs, programme de la France Insoumise, il propose de revenir tout simplement, du point de vue de l'impôt sur le revenu, à la situation des années 70. Ce n'est pas plus important que ça. Et dernier grand projet de réforme fiscale, c'est la réforme de l'impôt sur les successions, avec l'idée de faire un impôt qui prélèverait effectivement une part importante des successions les plus élevées, qui permettrait de créer un héritage universel, c'est-à-dire que chaque jeune aurait, à un certain âge, peut-être 25 ans, bénéficierait d'un héritage qui serait versé par l'État et qui lui permettrait ou d'acheter un bien immobilier ou de créer une entreprise, ou de démarrer dans leur vie. Parce que on constate aussi que les héritages actuellement ne bénéficient qu'à des gens qui sont déjà retraités. L'essentiel des héritiers, ce sont des gens qui ont déjà plus de 60 ans.